Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, économiste et historien. On parle évidemment de la crise sanitaire en Chine. Plus de 50 millions de personnes sont confinées en Chine. Enfin, il faut se rendre compte que c'est l'équivalent de la population italienne. Oui. Qui est quand même coupée du monde pour enrayer évidemment cette propagation du virus coronarien. Des mesures drastiques ont été prises encore une fois, une montée en puissance ce week-end, port de masque obligatoire dans quasiment, c'est la région du Guangdong, c'est quasiment 100 millions de personnes. Prolongation du congé du Nouvel An sur, je crois, 2 ou 3 jours de plus. Cinémas qui sont fermés, enfin on voit bien que beaucoup de choses ont été faites. Aucun voyage organisé à l'étranger, voilà, pour les ressortissants chinois. Est-ce que l'administration chinoise, selon vous, prend vraiment le taureau par les cornes pour éviter cette pandémie, parce que certains ont regretté un gros retard à l'allumage avec un virus quand même, enfin une épidémie qui dure depuis des semaines et qui a commencé comme fin décembre. En fait, je crois que les deux choses sont vraies, c'est-à-dire que cette fois-ci, clairement, on a un déploiement qui est beaucoup plus impressionnant et cohérent et dur d'ailleurs, puisque seul un régime dictatorial et un régime totalitaire peut comme ça boucler en fait une soixantaine de millions d'habitants. Donc, clairement, il y a une partie des leçons qui ont été tirées depuis 2003 et la première crise du SRAS. À l'inverse, ce qui est vrai, c'est que parce que c'est le 70e anniversaire de la République de Chine, parce qu'il y avait le Nouvel An chinois, il est à peu près acquis que les autorités locales ont d'abord cherché à cacher ce qui se passait véritablement. Il est clair que le nombre de personnes infectées est sûrement très supérieur à ce qui est encore aujourd'hui annoncé. On est sur à peu près une petite centaine de morts et 3000 On a les deux effets, c'est-à-dire l'effet retard et ensuite une brutale accélération qui a été donnée par Xi Jinping quand il a réalisé que c'était en train de poser un vrai problème politique. Et ce qui est intéressant au-delà de cette crise sanitaire, c'est que ça vient quand même s'accumuler et ça vient s'ajouter à beaucoup de problèmes maintenant structurels de la Chine, la baisse de la croissance, la guerre commerciale et technologique qui remet en cause son modèle fondé sur l'industrie et l'exportation, l'instabilité à Hong Kong qui est quand même toujours en crise, et puis la victoire politique de Madame Tsai à Taïwan avec un projet qui est un projet de poursuite de la souveraineté et de défense de la souveraineté de l'île face au continent. Donc on voit qu'aujourd'hui, les choses deviennent difficiles pour la Chine et qu'en tout cas, c'est un vrai tournant par rapport à l'ère des 40 glorieuses qui a été initiée par Deng Xiaoping en 1978. Ouais, et cette crise sanitaire, c'est aussi quelque part un test fort pour Xi Jinping qui concentre tous les pouvoirs, qui ne nie pas cette semaine, enfin ce week-end, il dit, il ne nie pas l'ampleur de la catastrophe, il la qualifie de grave, contrairement, là encore une fois, on revient un peu moins de 20 ans en arrière, où pour le coup, à l'époque, il y avait une omerta totale. Hein. Non, c'est ce qui est très intéressant avec la Chine, c'est que c'est un total capitalisme, et en même temps, il existe une opinion publique. On l'avait déjà vu sur des catastrophes industrielles ou des problèmes environnementaux. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'alerte, elle est venue des réseaux sociaux. Et que ce sont les Chinois, notamment sur WeChat, qui ont imposé au pouvoir politique de prendre cette crise au sérieux. Mais comme Xi Jinping est par ailleurs un politique extrêmement avisé, quand il a compris qu'il y avait bel et bien une crise majeure, quand il a compris que le pouvoir allait être mis en cause sur les réseaux sociaux, ce qui est le cas, il a réagi à ce moment-là très fortement. Mais donc ce qui est très intéressant dans la Chine, c'est que ça n'est certainement pas une démocratie, mais il existe néanmoins une opinion publique chinoise dont, y compris les dirigeants, doivent tenir compte. Ouais. Et cette concentration des pouvoirs, encore une fois, entre les mains du président, ça nuit au début, encore une fois, pour enrayer l'épidémie, mais maintenant, une fois que ça y est, tout est fait aujourd'hui, ils font feu de tout bois pour enrayer, encore une fois, l'épidémie et la propagation. Voilà. Maintenant, ensuite, il va falloir juger au résultat. Ouais. Les autorités chinoises qui n'ont pas caché que les prochains jours seront, encore une fois, difficiles. Et ça, qu'il est encore trop tôt pour déterminer le pic de contamination, même si le virus semble, encore une fois, on parle avec beaucoup de réserve, Nicolas Bavrez, semble plus contagieux que le SRAS, mais moins virulent, moins létal, moins mortel. En réalité, je pense que c'est très difficile à dire. Pourquoi ? Parce que pour affirmer ça, il faudrait avoir une connaissance exacte du nombre de morts et du nombre de personnes infectées. Or, je pense que ces deux données, pour l'instant, sont en réalité assez largement sous-estimées par les autorités chinoises. Ce qui est intéressant, en revanche, et ça c'est une vraie différence avec 2003, c'est que les Chinois
quand ils ont compris l'importance de la crise sanitaire. Premièrement, il y a eu des mesures très fortes en Chine, mais c'est la première fois également que la Chine a joué le jeu vis-à-vis de l'OMS et que la Chine a annoncé clairement, quand le problème a été reconnu en Chine, il y a eu une information de l'OMS. Et je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la réalité de ce monde intégré et globalisé, c'est-à-dire qu'une pandémie, avec le système des transports, les avions, fait le tour du monde en 9 jours. Donc, il est clair que ça montre bien l'interdépendance de notre monde au-delà des problèmes géopolitiques et de la montée des passions nationales ou religieuses. Et c'est vrai que sur le plan, c'est quand même une illustration du fait que, oui, on peut avoir beaucoup de tensions, mais que les hommes de ce monde restent bel et bien et vivent dans un même monde. Donc, avec la guerre commerciale et technologique, on a bien les deux systèmes, on a bien cette grande opposition autour de la liberté politique, mais par le capitalisme, les technologies, par les pandémies, par les catastrophes naturelles, le problème climatique, la réalité du fait qu'il n'y a qu'un seul monde reste également extrêmement forte et elle ne doit pas être oubliée non plus. Ouais, on a une croissance chinoise qui était en phase de ralentissement, même s'il y avait une éclaircie avec ce préaccord signé entre Trump et pour le coup et Pékin. La crainte des marchés, pas seulement des économistes aujourd'hui, c'est de voir de pouvoir mesurer quelle sera l'ampleur du ralentissement, encore une fois, économique chinois, d'une économie qui est déjà affaiblie par une transition, encore une fois, d'un modèle d'exportation vers la consommation, par les guerres commerciales. Voilà, ça aura un impact. À l'époque, on l'avait chiffré à 1 point de PIB en 2002-2003, à l'époque du SRAS. Il y aura mais sauf que le poids de la Chine aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 17 ans. Le poids de la Chine est bien plus grand puisque c'est 5 fois plus grand, 6 fois plus grand. Oui, c'est à peu près 16% du PIB mondial. En parité de pouvoir d'achat, c'est la première économie du monde. Il est certain qu'il y aura un impact, mais l'impact, il est évidemment économique, il est surtout psychologique. Et il va être... en termes d'image, vous voulez dire en termes d'image pour la Chine ? En termes d'image et de réputation, bien sûr. Quand on regarde, par exemple, Wuhan est une ville très importante pour la France et les industriels français, puisque c'est là notamment que l'industrie automobile française s'est installée. Il est certain que, par exemple, pour les expatriés, dont le climat... C'était déjà tendu avec le nationalisme exacerbé qui règne en Chine et avec le climat de guerre commerciale. Il est certain que, en tout cas, ça va renforcer l'effet de la fermeture de la Chine au reste du monde. Et la grande question qui est posée derrière, c'est est-ce qu'avec le retour à un pouvoir absolu, avec un dogme que la pensée xi, le dogme marxiste dans les universités, le contrôle du Parti communiste dans les entreprises, est-ce qu'avec cette structure de l'État qui devient de plus en plus importante, est-ce qu'avec le contrôle de la population par la surveillance numérique, est-ce que ce système va vraiment pouvoir rester sur la frontière de l'innovation? C'est là que ça va se jouer sur la technologie et c'est cette grande question, est-ce que sans liberté politique, est-ce que sans vraie reconnaissance de la propriété intellectuelle, est-ce qu'avec un système de contrôle strict de la population, on peut rester en tête de... Pour l'instant, il faut être clair, la Chine a pris beaucoup plus d'avance que ce qu'on veut bien penser. Donc c'est vrai de la 5G, c'est vrai de l'intelligence artificielle, c'est vrai des énergies renouvelables. Donc incontestablement, ça explique d'ailleurs en partie la réaction des États-Unis. Les États-Unis se sont rendus compte que les Chinois ont pris beaucoup plus d'avance que ce qu'on pouvait penser sur certaines technologies clés de l'avenir, donc la 5G, la robotique, l'intelligence artificielle, les biotechnologies. Et pourquoi le modèle craquerait ? Pourquoi ce modèle craquerait chinois de démocratie capitaliste, de dictature capitaliste autoritaire? Pourquoi ça changerait ? La grande question, c'est est-ce que dans ce monde, est-ce que dans un monde qui est tiré par les services, par l'innovation, par la haute technologie, est-ce que, vous voyez, le rêve chinois quand même est en train de se transformer en cauchemar. Donc est-ce qu'un pays qui n'est attractif finalement que par sa richesse, mais pas du tout par son modèle politique ou culturel, est-ce que ce pays peut rester enfin, d'abord prendre le leadership et ensuite le tenir durablement. Vous en doutez? Non, je dis que la question est ouverte et qu'elle est beaucoup plus, en tout cas, beaucoup plus balancée que ce qu'on veut bien dire aujourd'hui. Effectivement, la percée de la Chine a été tellement spectaculaire. Je rappelle que on en parlait. En 1975, la Chine, c'est 3% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 16%. En 1975,
le revenu par tête d'un Chinois, c'est 500 $ par tête. Aujourd'hui, c'est 18 000 $ par tête. Ouais. C'est devenu le premier exportateur du monde. Ils ont pris le leadership, comme je l'indique, sur quelques technologies clés. Donc, la tendance, c'est toujours de se dire que c'est tellement spectaculaire que ça va forcément se poursuivre. Il y a quand même aujourd'hui de vraies questions sur ce modèle chinois. Et c'est vrai que l'effet de durcissement, on peut se demander si en fermant la Chine, en durcissant idéologiquement, est-ce que Xi Jinping ne fait pas la même erreur que celle qui a été faite à la fin du XVe siècle par la dynastie des Ming, quand la Chine s'est refermée, du coup elle s'est coupée de la modernité. À l'époque, c'était de très loin la première puissance économique et technologique du monde. Et c'est à ce moment-là que l'Europe a finalement inventé la modernité progressivement autour du capitalisme et de la démocratie. Bégaye alors ou pas? Donc, est-ce que... Non, mais notre monde n'a évidemment rien à voir avec celui de la fin du XVe siècle, mais ce qui est vrai quand même, quand on regarde l'histoire longue, c'est que quand on regarde les systèmes ou les civilisations, les empires qui se sont fermés et qui sont passés à un système de pouvoir absolu, généralement, ça ne s'est jamais bien terminé. Et la réaction des marchés, vous en pensez quoi sur cette crise sanitaire? On avait vendredi des marchés qui étaient rassurés par la décision de l'OMS de ne pas déclarer ça comme étant une urgence sanitaire internationale. Depuis, on a des bourses qui piquent du nez toutes les unes après les autres. On a eu le Japon, on a eu les Américains vendredi, l'Europe aujourd'hui, plus de 2% de baisse sur le CAC 40. C'est excessif ou c'est justifié? Non, mais ça montre bien à quel point la Chine est devenue importante pour le reste du monde. On a eu le même effet sur les négociations commerciales. Les marchés fluctuaient en réalité en fonction des tweets de Donald Trump, puisqu'il y avait finalement assez peu de réactions publiques des autorités chinoises. Donc, en fait, on a la même chose, c'est-à-dire que les marchés sont obsédés par la relation entre les États-Unis et la Chine, parce que derrière, c'est vrai qu'on a les chaînes de valeur et cette dépendance qui perdure encore aujourd'hui, même si on voit que les Chinois sont en train d'essayer d'obtenir une autonomie maximale, notamment sur le plan des technologies et notamment autour du secteur clé des semi-conducteurs. Donc les marchés font le yo-yo autour de cette épidémie, comme ils ont fait le yo-yo autour de la guerre commerciale. Mais ils ont raison d'avoir peur ou pas, les investisseurs, en se disant, ben voilà, il va falloir mesurer la perte de croissance pour le secteur du tourisme, je ne sais pas, des transports, de la consommation. Oui, mais ça va être progressif et très difficile à effectuer. Ouais. Compliqué d'avoir un repère, encore une fois, il y a le SRAS en 2002-2003, mais quel repère, encore une fois, pour les investisseurs face à une telle crise sanitaire? Si on prend un peu de recul, en fait, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que les marchés aujourd'hui sont des marchés qui sont dans un système de bulles. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, les cours ont été portés par les politiques monétaires, ils sont portés... en fait, c'est assez largement artificiel. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose... Ah, je vois venir. Donc, cette crise sanitaire, c'est un prétexte, quelque part, pour prendre ses bénéfices, c'est ça? En tout cas, c'est un prétexte pour s'interroger sur les valorisations. La réalité des cours d'un certain nombre d'actions. Et comme par ailleurs, la Chine est vitale pour tout ce qui est le secteur des technologies, qu'une partie de la bulle est en partie sur les technologies, c'est vrai qu'on voit bien comment il y a une hypersensibilité à ce qui se passe aujourd'hui en Chine ou ce qui peut se passer sur le front sanitaire ou technologique. Derrière, la vraie question, c'est la situation de ces marchés qui est à la fois en apparence très florissante et que chacun sait également extrêmement fragile parce que avec des risques majeurs sur les conflits géopolitiques, sur la poursuite de politiques monétaires mais aussi maintenant budgétaires qui sont complètement décalées par rapport à ce qu'elles devraient être à ce moment du cycle. Ouais. Après, il faut craindre ou pas, encore une fois, on ne cherche pas à voir le pire, mais voilà, plus de 2% de baisse. Est-ce que le virus peut aussi contaminer les marchés avec, je ne sais pas moi, si on se rend compte qu'il y a des décès en dehors de Chine, est-ce que, voilà... Comme je le rappelais, une pandémie de ce type fait le tour du monde en 9 jours. Ouais. À partir du moment où il est vraisemblable qu'il y a cette pandémie a été en partie masquée au début, il est certain qu'on va trouver des gens malades au-delà de la Chine. Apparemment, en tout cas pour ceux pour l'instant qui sont hospitalisés en France, les choses ont l'air de se passer plutôt bien. Mais il est certain qu'on va avoir de plus en plus de gens qui seront malades, y compris en dehors de Chine. Donc les marchés auraient tendance
pour vous, oui ou non, à surréagir jusqu'à présent dans ce qu'on voit aujourd'hui? Non, je pense qu'ils surréagissent parce que c'est pas, si vous voulez, le poids de cette pandémie, même si elle doit être sévère sur le système économique mondial, est un poids qui est marginal. Mais ce qui est intéressant avec les marchés, c'est toujours la même chose, c'est que la raison d'être des marchés, c'est de surréagir. Donc ce qui est derrière, c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire où en est vraiment la Chine. Est-ce que le modèle de croissance chinois est tenable? Et par ailleurs, est-ce que la situation actuelle structurelle des marchés est tenable par rapport à la réalité de la croissance, de la productivité? Si vous voulez, on est quand même dans un système capitaliste qui nous produit des cours boursiers au plus haut, avec une croissance dans les pays développés qui tourne autour de 1%, des gains de productivité qui sont nuls, des inégalités qui sont maximales, des dettes publiques et privées qui n'ont jamais été aussi fortes. Donc, quand je disais que c'est fragile, ça le démontre, je pense, de manière explicite. Et avec un modèle d'économie mondiale qui, de toute manière, est en train d'imploser, puisque le cycle de la mondialisation est terminé. On est bien dans un cycle de démondialisation, avec une segmentation en blocs régionaux, et puis avec cette partition du monde entre les démocratures d'un côté, les démocraties de l'autre, et cette ligne de clivage de la liberté politique. Voilà, et surtout un rôle déterminant pour l'Europe, qui a un coup à jouer dans cette affaire-là, mais qui pour le coup a du mal à... L'Europe, elle est entre les deux, j'allais dire. C'est un peu comme sur le front de l'environnement. Il y a un appel à l'Europe et un vrai espace, donc elle a le choix entre deux, entre deux avenirs. Soit elle devient la variable d'ajustement de l'affrontement des deux empires. C'est ce que disait Zhou Enlai au temps de la guerre froide. Il disait que deux éléphants se battent ou qu'ils fassent l'amour, c'est toujours l'herbe qui est dessous qui est écrasée. Donc l'Europe était déjà dans la situation de l'herbe entre les États-Unis et l'Union soviétique. Aujourd'hui, soit elle choisit le destin de l'herbe entre les États-Unis et la Chine, soit à l'inverse, il y a un vrai espace, parce que ces deux modèles sont quand même des modèles qui présentent des problèmes majeurs. On a d'un côté le populisme version Trump, avec un capitalisme qui dysfonctionne, un état de droit fragilisé, et puis une société, une nation qui implose. De l'autre côté, le total capitalisme chinois, on a vu les difficultés auxquelles il est confronté. Donc aujourd'hui, il y a un véritable espace pour l'Europe pour construire un capitalisme responsable de parties prenantes, une société plus inclusive, et par ailleurs promouvoir une démocratie qui soit une vraie démocratie libérale. Mais pour ça, il faut s'affirmer. Pour ça, il est clair qu'il faut que les moyens de ses ambitions aussi. Sache quelles sont ses valeurs. Il faut qu'elle se dote ensuite d'un certain nombre d'instruments de politique publique, et il faut qu'elle se donne les moyens d'appliquer ces politiques. Donc c'est pour ça que... C'est la commission de la dernière chance pour Ursula von der Leyen. C'est une commission en tout cas décisive, puisque on a le Brexit qui va entrer et devient effectif à la fin de ce mois. Il est clair que si l'Europe n'arrive pas à se ressaisir, elle va clairement imploser. On a déjà des tensions terribles, on l'a vu, entre les tenants de la démocratie libérale et illibérale, entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, sur les questions stratégiques. Les uns étaient obsédés par la Russie, les autres par les djihadistes. On a des tensions sur la gestion de l'euro. Donc si on n'arrive pas à réaligner tout ça autour d'un vrai projet politique, qui est un projet de souveraineté et de sécurité pour l'Europe, il est certain que le moment de l'intégration sera suivi par un moment de désintégration. Ce qu'on ne souhaite pas, évidemment. Avant de se quitter, on rappelle... Ce qu'on ne souhaite pas, parce que effectivement, l'Europe n'a jamais été plus nécessaire. Voilà. Le Monde selon Tocqueville, je ne l'ai pas dit, on va voir la couverture. Toujours à lire, évidemment. Nicolas Bavrez, Le Monde selon Tocqueville, Combat pour la liberté aux éditions Talendier, dans l'attente d'un nouvel ouvrage qui sort dans les prochains jours. Voilà, qui va être sur la crise de la démocratie, l'alerte démocratique, mais... La relecture de Tocqueville, vous voyez, elle est très importante et elle renvoie exactement à ce qu'on a discuté là. Pourquoi ? Parce que Tocqueville a montré que la démocratie était un état de la société, qu'elle pouvait aller soit vers la liberté, soit vers le despotisme, et c'est toute la question du populisme. Et il a montré aussi que les forces les plus puissantes, c'était le nationalisme et la religion. Et maintenant que les idéologies du XXe siècle sont largement derrière nous, que voit-on refleurir ? On a parlé de la Chine. Et donc, dans ces démocratures, pourquoi est-ce que les Chinois
accepte le Parti communiste, c'est à cause de la passion nationaliste et la volonté de revanche sur les traités inégaux et sur l'Occident. Et le développement économique aussi. Et la religion, c'est l'Iran, la théocratie, et puis le djihadisme. Donc Tocqueville est extrêmement en fait présent. Et on l'oublie souvent quand tout va bien. Chaque fois que les choses se tendent, on le redécouvre. Et malheureusement aujourd'hui... La démocratie peut mourir, c'est ça, hein? La démocratie est mortelle. Elle est mortelle. Et finalement, on oublie toujours qu'elle est un combat, qu'elle dépend de la responsabilité des dirigeants et aussi de la mobilisation des citoyens. Donc elle n'est jamais acquise et elle est loin d'être acquise au XXIe siècle. Vous voyez, du temps de Tocqueville, l'enjeu c'était déjà la liberté entre les sociétés d'Ancien Régime et puis la montée de la société démocratique. Au XXe siècle, ça a été l'affrontement entre la démocratie et le totalitarisme. Et aujourd'hui, on a deux grands affrontements. La démocratie contre les démocratures, chinoises, russes, turques. Et au sein même de la démocratie, avec les populismes, démocratie libérale contre démocratie illibérale, avec Orban, mais aussi par exemple des gens comme Trump, les populistes qui pensent qu'une fois qu'un homme fort a été investi par le suffrage universel, ne compte plus ni l'état de droit, ni l'indépendance des médias, ni les universités. On pourrait parler aussi de Matteo Salvini, d'ailleurs, on n'a plus de temps, mais en 10 secondes, qui a raté son pari là, en Émilie-Romagne lors des élections régionales. Oui, non, mais les populistes ne gagnent pas à tout coup. Donc la stratégie de Salvini, c'était d'encercler la coalition par le bas. L'Émilie-Romagne était très importante. Il a gagné la Calabre, mais il n'a pas gagné l'Émilie-Romagne, ce qui devait lui permettre de demander la démission du gouvernement. En revanche, il a quand même gagné la Calabre, donc il faut prendre au sérieux les populistes, parce que à la fois, il n'y a pas seulement le côté protestataire, il y a le modèle de démocratie libérale qu'il porte et qui, dans ces moments de déstabilisation des classes moyennes, autour de la sécurité et de la protection, c'est un modèle qui est très puissant et qui peut séduire une majorité de citoyens. Et en même temps, dans la défaite en Émilie-Romagne, il y a le dynamisme du mouvement des sardines, il y a la montée, pratiquement le doublement de la participation au vote. Donc on voit qu'il y a des forces de résistance dans la démocratie. Mais la force de résistance, la vraie force de résistance, c'est toujours le citoyen. Et c'est ça que nous dit aussi Tocqueville, c'est que dans une démocratie, le garant ultime du fait qu'on va vers la liberté ou vers la tyrannie, c'est le citoyen. C'est aux citoyens des nations libres de choisir aujourd'hui la liberté. C'est nous, c'est vous, en lisant notamment du Nicolas Bavrez, Le Monde selon Tocqueville, Combat pour la liberté chez Dallandier, et donc le prochain livre qui sort dans les prochains jours. L'alerte démocratique aux éditions de l'Observatoire. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc, Nicolas Bavrez, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.